un peu en exploration. Je sais que c'est vraiment un détail et que techniquement, ça fait pas du tout partie de l'œuvre. On avait envie de se le faire expliquer. C'est une expérience et un parcours qui nous fait vivre. On voit un mélange dans des matériaux très, très nobles. Parce que j'ai vraiment vécu quelque chose. Vous écoutez À l'Est de vos empires. Salut les esthètes! C'est déjà la dernière émission de la saison d'À l'Est de vos empires, cette saison d'hiver qui a été, vous le savez, très chaotique. En fait, on a commencé la saison en personne, en discutant avec les gens de manière, bien entendu, hygiénique, mais de manière plus intime et on a dû malheureusement changer de plateforme et revenir en formule à distance pour la fin de la saison, mais ça ne nous a pas empêché de faire des activités culturelles. Et on s'est dit que pour célébrer une saison un peu weird, un peu étrange, mais qu'on aime quand même, mais on voulait réunir tout le monde, tous les chroniqueurs, chroniqueuses à l'Est de vos empires dans une seule tablée pour discuter ensemble de nos coups de cœur de la saison et pour faire une espèce de bilan, finalement, de ce qui s'est passé en 2021 dans cet hiver rocambolesque. Donc, avec nous aujourd'hui, je vous les nomme, mais ils vont pouvoir se représenter au fur et à mesure. On a Julien, Julia, Laurence, Amélie, Hugues, Alix, Antoine, Nadia, Michel et moi-même, Sévia, qui se sont réunis ensemble dans cette grande tablée pour jaser de culture. Alors là, je vous pose la grande question qu'on se pose normalement en 2-3 minutes en début d'émission, mais qui durera tout cet épisode. Avez-vous fait des activités culturelles cette saison-ci, les chums? Et là, je lance ma question dans le vide, mais je vais tout de suite poser la question à Michel. Comment ça a été ta saison culturelle? Somme toute, quand même bien. Je veux dire, pendant les quelques semaines de réouverture qu'on a eues, j'ai eu l'occasion d'aller voir une exposition coup de cœur de Lindsay Montgomery à la Galerie 3. Mais je voulais aussi prendre un petit moment aujourd'hui pour parler d'un spectacle qui m'a particulièrement marqué lors de notre expérience au mois multi. Donc, pendant qu'on faisait la résidence de la commission d'enquête commissariale à la caserne au mois multi, j'ai eu l'occasion de voir avec Célia et avec Annabelle, notre stagiaire, un spectacle Touche-moi encore par la fenêtre. Puis, je dois vraiment faire mention de ce spectacle-là, puis à quel point il m'a marqué. J'ai été touchée jusqu'aux larmes. C'était une diffusion vraiment particulière, donc sur l'écran, mais dont on sentait vraiment la proximité, l'intimité. Puis c'est un spectacle où justement le duo multidisciplinaire nous présentait une pièce à la fois théâtrale, de danse contemporaine, d'interprétation très intime, poétique aussi, avec du texte. Et le tout était présenté de manière assez originale en collaboration avec Josiane Roberge qui s'occupait de la caméra et donc qui nous faisait entrer dans l'expérience du spectacle. Donc, même si nous, on regardait via une interface numérique, on avait vraiment l'impression de pénétrer sur la scène, de vivre le parcours de manière très expérientielle. Donc, ouais, pour moi, ça a été un très grand coup de cœur. Touche-moi encore par la fenêtre du mois multi. Puis, bien entendu, il y a plusieurs autres spectacles du mois multi qui m'ont particulièrement marqué. Je sais qu'il y a quelqu'un d'autre parmi nous qui voulait notamment, c'est Laurence qui voulait parler de son amour pour Robot Chef. Oui, c'est ça. J'ai assisté pendant le mois multi à une représentation de Robot Chef. C'était début février. Là, je pense qu'il y avait 4 représentations et c'est fait par des artistes anglais. Leur nom m'échappe, mais je me souviens, Robot Chef, si vous voulez aller regarder dans les archives. Super performance mi-théâtrale, presque cinématographique. En fait, le public était invité à participer. Et le but de tout ça, qui était fait d'une manière très humoristique, c'était de préparer un souper. C'était un souper saucisse et canne de fèves au lard. Puis les gens, sous la forme d'un avatar, pouvaient participer à la préparation de ce repas-là qui a pris prenait 45 minutes environ. Puis on avait,
c'était comme sous la forme un peu d'un jeu vidéo. Eux, ils étaient présents sur place avec écran vert et tous les mécanismes robotiques. Puis nous, on est invités à participer en tant que petits bonhommes qui étaient durs à contrôler. Tout ça était une aventure. Moi, j'ai vécu quelque chose de vraiment spécial, puis ça a fait du bien de voir une œuvre de diffusion sur l'ordinateur, mais on avait l'impression de participer pour vrai. Oui, j'ai eu la chance. J'ai ri, là, mais j'ai ri. Moi aussi, c'était vraiment marquant comme expérience d'éclater, de rire toute seule devant l'ordinateur, mais j'avais pas l'impression d'être seule parce que justement, c'était participatif, c'était collectif, on avait cette impression d'être ensemble malgré tout. Puis voilà, ben, en fait, on a eu l'occasion de discuter avec les artistes de Robot Chef, avec Josiane et Nicolas aussi de Touche pas encore par la fenêtre. On a plusieurs entrevues justement qui ont été menées pendant notre résidence à la commission d'enquête commissariale. Donc, on vous invite à y retourner parce que c'est vraiment encore d'intérêt. On a eu des super beaux échanges avec les artistes. Puis, on a eu même le privilège d'avoir un échange en présentiel avec un artiste, Philémon Simon, qui est venu en studio lors de notre résidence pour nous offrir une performance très intime, une petite prestation. On a eu beaucoup de chance. Julien, est-ce que tu pourrais nous en parler un peu? Ben oui, ben c'est ça. C'était comme vraiment intéressant que tu parles de où tu me touches à travers la fenêtre. Touche-moi encore par la fenêtre. Touche-moi encore par la fenêtre. J'ai pleuré à ce spectacle-là, puis j'ai pleuré à celui de Philémon Simon aussi. Mais c'est ça. Mais c'est ce que tu parlais d'intimité comme ça, puis c'est ça. Tu sais, Philémon, c'était vraiment comme une sorte de rencontre que tu sais, un peu improbable, genre. Mais en tout cas, tu sais, t'espères, je pense, quand tu fais comme tu vas voir un show que il y a comme un contact, mais là, on était comme juste trois. On était Julia, Michel et moi, avec Philémon. Il était tapé sur le téléphone du bureau de l'enquête commissariale. Il y avait quelque chose d'un peu surréel avec la lumière aussi. Je sais, bon, parce que c'est enregistré tout ça, hein, tout le monde peut l'écouter sur le Spotify d'Alest. Je sais pas j'espère que vous pouvez entendre la lumière du grenier parce qu'elle était particulièrement bonne cette journée-là. Puis il était vraiment, c'est ça, c'était tout qu'un moment. Ouais, vraiment. Oui, effectivement, là, on a eu beaucoup de fun. Je pense au Mois Multi, il faut le mentionner, là, l'équipe d'Alest a eu énormément de chance de pouvoir être sur place pendant les 11 jours du festival et vraiment s'interroger sur toutes les pratiques, mais on est allé plus loin, on a rencontré des gens comme Philémon et d'ailleurs, l'épisode est encore disponible sur notre Spotify, sur toutes nos plateformes de base. Vous pouvez soit entendre seulement le show ou bien l'entendre discuter avec Julien pendant quand même un bon 40 minutes. Là. Oui. Donc, une expérience. On jase beaucoup. Il y a beaucoup de choses. C'est dense. Mettons que, tu sais, choisir, si vous filez plus dense, OK, écoutez-nous parler, mais si vous voulez pas trop réfléchir, plus la musique, je pense que ça va être plus agréable, mettons. Mais c'est bon quand on jase, mais on jase fort. Tu dis ça, mais moi, l'activité dont je voulais vous parler cette semaine, eh bien, c'est une activité musicale, mais qui était vraiment, vraiment, vraiment très dense. En fait, j'ai eu l'occasion de voir le spectacle Vivre de Claude Pelgag. Donc, je m'y attendais pas full. Je sais pas, on dirait que quand j'ai vu que Claude Pelgag sortait un show en ligne, sur le coup, j'étais comme mi-figue, mi-raisin. Là, je me disais, OK, cool, un autre spectacle en ligne, un autre de ces shows-là. Mais j'ai vu comme des images un peu apparaître sur Internet. Tous les gens qui l'écoutaient en live postaient des screenshots, finalement, du show. Ça avait l'air bon, ça avait l'air intéressant. Puis, tout le monde était comme en pamoison totale. Fait que je me suis dit, bon, j'embarque, je vais faire le test. J'y croyais pas toujours, mais je dois le dire, je dois m'excuser à Claude Pelgag elle-même si elle m'écoute. Je m'excuse, Claude. Je pensais pas que ça serait si bon que ça, ton show, mais c'était vraiment incroyable. Tu sais, on est tanné là d'être devant un écran, mais Claude me l'a fait complètement oublier. J'ai pas pensé à mon écran, j'étais occupée à regarder toute la mise en scène qu'elle avait faite. Les décors de ce show-là sont tellement réfléchis. C'est pas anodin, là. Il y a rien qui a été placé dans cet immense espace-là pour le fun.
c'est une scène en tant que telle qui a été dessinée. Et là, je suis allée geeker de fond en comble pour voir comment ça a été réfléchi. Avec le réalisateur Baz, ils ont vraiment voulu avoir une scène qui était communicante, mais dans laquelle ils pouvaient tourner plusieurs petites scénettes finalement. Et là, évidemment, la musique de Claude Pelgag était toujours aussi bonne. On s'entend, son dernier album est délicieux. Le personnage de Claude Pelgag qu'elle a fondé, qu'elle continue d'alimenter depuis plusieurs années, est à son summum. Les costumes étaient magnifiques. Vraiment, là, je dois le mentionner. C'est deux espèces de petits phoques sur ses épaules qui deviennent des épaulettes. Je veux porter ça, moi aussi. Pourquoi est-ce que c'est pas mon look de tous les jours? Et finalement, l'énergie du live, là, malgré que le show était enregistré sur une pleine journée, donc c'est pas un show officiellement live, ça reste qu'on sentait vraiment qu'il y avait une énergie de vivants, de personnes qui étaient dedans. Et là, je veux pas vous gâcher le punch, mais la chute de toute cette envolée musicale-là était tellement satisfaisante pour moi en tant que personne qui est écœurée d'être en confinement. Mais j'ai vécu que Closie est tannée, puis elle voulait nous donner une espèce de soulagement ou un moment de répit. Et pour ça, je la remercie vraiment beaucoup. Mais c'était malade, vraiment. Je suis pas la seule qui a trippé comme ça. Dites-moi-le, Nadia, dites-moi-le, Julien, là, que je suis pas la seule. En fait, moi, j'avais zéro attente envers ce show-là parce que je suis pas une grande fan de Claude Pelgag, de sa musique, mais je suis une fan de plus sa bébite scénique, si on veut dire, de sa performance. Fait que c'est pour ça que j'étais vraiment curieuse de voir. Puis moi aussi, j'ai vraiment pas été déçue du show. Tu sais, tous les détails, que ce soit les costumes de personnes tout nues, donc littéralement des costumes de tout nu, que ce soit l'apparition de Roy Dupuis aussi quand il lui souhaite bonne fête, ça c'est complètement inattendu, il est costumé tout le long et soudainement, bam, Roy Dupuis, on s'y attend pas. Puis tu sais, que ce soit la partie où elle détruit l'espèce de bureau, on dirait que moi, ça m'a fait du bien parce que, veux pas, on est tous et toutes en télétravail ces temps-ci, donc c'était libérateur. La scène aussi qui lui pleut dessus. Donc moi, c'était vraiment des éléments spécifiques qui m'ont accroché, mais j'ai vraiment adoré. Ouais, vraiment. C'est comme super visuel au final. Tu sais, comme la musique est vraiment importante, mais vous en parlez bien. Moi, ce que je me rappelais le plus, c'est vraiment du visuel au final. Puis c'est peut-être ça qui était cool aussi, c'est juste se laisser emporter par tout, finalement. C'est pas juste d'écouter le show, mais de suivre le flow un peu, puis d'être vraiment... de pas non plus se sentir à distance du show. On était dedans, finalement. Ça, c'était une des grosses qualités, là, finalement. Parce que c'est ça, tout ce que vous avez décrit, vous avez vraiment bien décrit toutes les scènes, c'est que c'est comme t'es dans la scène, tu sais. Genre, c'est ça qui était un... Et moi, je pensais tout le temps à l'aspect technique derrière. Je me disais, mon Dieu, le nombre de caméras que ça a dû avoir pris, les gens en arrière. Tu sais, les captations étaient vraiment superbes parce que justement, on se sentait à l'intérieur du show. Puis je pense que c'est pour ça que c'est réussi, comme tu le dis, Julien, parce qu'au final, tu sais, généralement, oui, c'est cool d'écouter des shows en ligne, mais on est un peu tanné que ce soit plaqué, que ce soit vraiment juste sur scène. Mais là, on se sentait vraiment comme si on pouvait prendre part à toute cette mise en scène-là. Non, on était dans l'histoire. On était dans son histoire, finalement, tu sais. C'était cool. Ouais. Vraiment, Claude Pelgag, bref, je pense, a séduit même les plus sceptiques d'entre nous. Évidemment, là, il reste des images disponibles en ligne et je pense que le public fait une grosse pression sur le label de Claude pour que le show soit de nouveau disponible. Ah, oui. Donc, je vous le souhaite, mais à défaut, allez voir les images, ça vaut vraiment la peine. Allez, j'espère qu'ils vont le mettre au cinéma. Ça serait bon au cinéma aussi. Ça serait malade. Comme en VR 360 aussi, j'adorerais. Ouais. Alors, on va continuer un tout petit peu dans la musique, puisque Hugues, tu as fait une drôle d'expérience. Oui, en fait, moi, à l'inverse, je me suis plongé dans le Zoom, dans le télétravail, puis dans l'ordinateur, le poste de travail, en fait. J'ai assisté et j'ai participé à une conférence organisée par je dois le dire, là, qui est un de mes amis de plusieurs années, qui étudie en sciences des religions à l'Université de Montréal. Lui, une de ses collègues, lui étant Olivier Roy-Turgeon et sa collègue Laura Casseur, ont organisé une conférence sur le phénomène religieux dans la culture hip-hop.
conférence qui tournait autour de l'album Good Kid, Mad City de Kendrick Lamar. Donc, ça s'est passé il y a une semaine et demie, si je me rappelle bien. Et puis, donc, c'est ça, grosse discussion sur le rapport, en fait, à la religion de Kendrick Lamar, la place que ça a dans sa musique, la place que ça a dans ses textes, dans les mélodies, dans ses personnages, et même dans les vidéoclips, en fait. Donc, ça a duré un bon 2 heures où est-ce qu'on s'est penché là-dessus, on a discuté, on a vraiment virevolté à partir de plein de sujets de toutes sortes. Et étant un étudiant qui étudie un peu ce sujet-là, en fait, à travers mes études médiévales, ben, c'est sûr que ça venait beaucoup me chercher, là. Donc non, c'est ça, j'ai vraiment beaucoup aimé cette expérience-là. Et c'était à petite échelle, je dois l'avouer, mais il y a sûrement une suite qui va se faire à travers la suite des albums de Kendrick. Donc, on a beaucoup parlé de To Pimp a Butterfly et un peu de Dem, qu'on aime beaucoup aussi. On a ouvert sur la culture générale du hip-hop. Donc, c'était vraiment un espèce de début. Un test de conférence, puis ça a vraiment bien fonctionné avec les gens qui étaient là, qui ont participé, et les deux organisateurs et organisatrices voulaient vraiment continuer et aller plus loin. Donc, je vais essayer de vous tenir au courant, si ça vous intéresse, là. C'est vraiment une expérience agréable aussi de juste un peu de se sortir de cette espèce de conférence morne où est-ce qu'on est juste assis, c'est plate derrière son écran puis on écoute. Mais il y a une participation qui se fait à travers tout ça. Donc, ouais, une belle expérience par rapport à tout ça. Puis sinon, si je me rapproche un peu plus, parce que là, c'était organisé par mes collègues à Montréal, mais ici à Québec, j'ai moi-même fait partie de l'organisation, en fait, plutôt, du colloque étudiant. Des départements des sciences historiques de l'Université Laval. Donc, un autre gros événement pour moi qui s'intitulait Femmes, genre et sexualité dans les sciences historiques. Donc, un gros sujet. Ça s'est passé sur 3 jours. Je sais que Sévia a participé comme animatrice sur l'une des tables rondes. Julia a participé comme l'une des panélistes. Donc, je ne sais pas si tu veux parler de ton expérience, Julia, mais c'est ça, c'était vraiment un beau colloque là, qui durait sur 3 jours avec plusieurs thématiques. C'était la thématique femme, genre, sexualité, puis chaque partie, en fait, ou chaque panel avait une thématique un peu plus précise à travers l'histoire. Là. Donc, vraiment, ça a fait du bien de se retrouver face à ça, en fait, puis de se retrouver aussi ensemble dans ce genre, dans ce moment, en fait. Donc, je sais pas, Julia. Ouais, ben ça a été quand même intéressant là, comme colloque en général. Là, beaucoup d'invités qui étaient, puis des sujets, des thèmes aussi qui étaient, disons, qui étaient un peu, comment je pourrais dire? Parce que je trouvais que quand la thématique du colloque a été annoncée, je me disais, oh mon Dieu, c'est un choix éditorial quand même de décider de parler de ces thématiques-là. Puis je trouvais que c'était un beau pas de la part du colloque de justement là, choisir un thème qui est peut-être un peu moins ouvert que ce à quoi on est habitué pour ce genre de colloque-là. Mais ça l'a amené des beaux échanges, je pense aussi. Puis ça a été plaisant de pouvoir justement apporter une voix de plus à ce colloque-là. Là. Ça a été une belle expérience. Oui, c'est ça. Donc, ça ressemble à ça, mes highlights culturels, mon top 2 culturel de la saison. Hein. Puis, quel beau top 2, hein? Faut quand même le mentionner. On part d'un registre et on termine un autre complètement différent. Et on change encore de registre puisque cette fois-ci, on s'en va discuter de théâtre avec Amélie. Amélie, toi, tu veux nous parler de 887 de Robert Lepage. Oui, donc je suis allée voir la pièce 887 au Diamant en mars dernier avec Hugues qui est présent aujourd'hui. Donc, une pièce interprétée en solo par Robert Lepage de 2 heures.
C'est une pièce qui traite de la question de la mémoire, donc la mémoire personnelle, comment on se rappelle de certains aspects de notre vie, puis il y a d'autres qui semblent ne pas vouloir s'accrocher à notre mémoire, mais aussi la question de la mémoire collective. Donc, qu'est-ce qu'en tant que communauté, on choisit de commémorer à travers les noms de rues, à travers les noms de bâtiments, les institutions. Donc, moi, ce qui m'a particulièrement accroché avec la pièce, c'est vraiment la scénographie. Donc, toute la pièce tourne autour d'un genre de cubicule, une sorte de pièce rotative au centre de la scène qui semble avoir une infinité de facettes. Donc, à chaque fois que le cube tourne, on se retrouve dans un autre univers, on se retrouve à un autre moment. Puis, ça permet, en fond, à Robert Lepage de faire un peu une œuvre autobiographique. Donc, il regarde un peu différents aspects marquants de sa jeunesse, la manière dont il entre dans le milieu culturel, le milieu du théâtre, puis aussi différents événements sociopolitiques marquants du Québec dans les années 60, la manière dont lui, ça vient l'influencer dans son cocon familial. Donc, j'ai vraiment été impressionnée par la manière dont le décor change. Puis, à la fin de la pièce, on voit toutes les personnes impliquées dans ces changements de décor-là. Puis, moi, j'en avais comme presque les larmes aux yeux parce que je me disais, c'est fou comment ils ont été capables de nous transporter d'univers en univers sans même qu'on s'en rende compte. Puis, je pense que c'est une manière de penser à la scénographie qui était vraiment intéressante dans un contexte où est-ce que c'est une pièce, c'est un monologue de 2 heures finalement. Puis moi personnellement, j'ai été accrochée du début à la fin. J'étais presque hypnotisée. J'ai pas vu du tout le 2 heures passer. Puis bien évidemment, Robert Lepage finit en force avec une interprétation de Speak White, le poème de Michel Lalonde qui était comme, pour moi, c'est la meilleure, ça a vraiment fini en force la pièce. Donc, voilà. Non, puis si je peux rebondir sur ça, là, c'est ça, tous les événements historiques du Québec, ça le place vraiment, il se place beaucoup par rapport à ça, et puis ce qui forge un peu la relation avec son père. Cette relation-là est tellement forte, tellement puissante, puis la manière dont il en parle est aussi très marquant. Puis, comme Amélie l'a dit, la finale avec Speak White, c'était juste... on dirait que c'est un poème qu'on est habitué d'entendre, mais à travers notre écran, on est habitué de le lire. Mais là, quelqu'un qui le performe live, c'était... J'avais les larmes aux yeux à la fin, ça fesse. Ouais, ça nous permet de revivre. Évidemment, personne d'entre nous était là dans les années 70 quand ça a été fait pour la première fois, mais ça nous permet de revivre ça un peu à notre façon, de la réactualiser. Puis c'est vraiment puissant. Il faut se le dire, c'est un des plus beaux textes qu'on a dans notre culture. Mais pour vrai, c'est un bon point que tu amènes, Hugues, aussi, parce qu'on n'arrête pas de souligner, puis c'est vrai que la scénographie est complètement malade. Dans chacune de ses pièces, il est reconnu dans le monde pour ça aussi, là. Mais en tant qu'auteur, en tant que scénariste, lui qui va créer ses pièces, c'est incroyable le talent qu'il a à prendre 2 événements puis à créer une filiation à travers eux, puis après ça, de chercher des petits détails, des liens entre ces thèmes-là pour fonder une espèce de réflexion super approfondie, puis chercher vraiment les détails de ça. Puis moi, c'est un peu ce que j'ai remarqué aussi dans la face cachée de la Lune, là, cet hiver, en tout cas, pour multiples raisons, j'ai vu en différé, là, parce qu'après ça, moi, j'avais pas le câble, mais ça passait juste sur Télé-Québec, puis là, et toutes les difficultés techniques que ça a engendré, là. Mais c'est quand même habile, même dans cette pièce-là, de réunir le premier homme, ou même plutôt le deuxième homme qui se ramène dans l'espace, puis de ramener le décès de sa mère avec ça, puis de faire des parallèles avec son frère. Je trouve ça vraiment... je pense il est excellent, il faut le souligner, puis on attend juste que ça réouvre pour le revoir plus, je pense, tout le monde, là. Oui, puis dans la pièce 887, c'est comme un peu sa perception des choses, mais je pense que tout le monde pouvait retrouver un peu une manière de regarder en rétrospection la vie qu'on a menée, puis de voir qu'il y a des événements un peu plus généraux qui finalement ont un impact beaucoup plus puissant qu'on ne l'aurait pensé sur notre milieu familial, sur notre personne en soi. Puis bon, j'ai vraiment beaucoup aimé la pièce, puis j'ai hâte que les salles de spectacle ouvrent pour que je puisse en voir d'autres. Est-ce que quelqu'un d'autre voulait commenter sur 887 le travail de Robert Lepage en général?
Ben, moi, je l'ai vu aussi, c'était vraiment, vous l'avez bien dit, là, c'était vraiment fou la scénographie. C'est sûr que moi, c'est plus venu me chercher sur la mémoire affective, parce que, tu sais, même si c'est pas notre époque, au final, on retrouve le genre de petits détails qu'on a pu vivre avec notre famille, avec certains aspects, comme par exemple quand tu parles d'une rue en particulier. Donc, c'est le fun de pouvoir rattacher personnellement à notre vécu ce que Robert Lepage vit. Mais au final aussi, je trouvais ça intéressant que ce soit à Québec qui s'attarde de faire sa pièce de théâtre parce qu'il y a plein de référents qu'on a encore aujourd'hui qui sont pertinents. Donc, ouais, j'ai vraiment trippé moi aussi sur cette pièce de théâtre. Et là, maintenant qu'on a redécouvert ensemble, ou bien du moins affirmé notre amour pour Robert Lepage, que vous connaissiez déjà, j'en suis sûre. D'ailleurs, je fais une petite parenthèse. Alex, toi, tu t'es inspiré de Robert Lepage pour rédiger un texte poétique pour À l'Est de vos empires. Est-ce que tu veux nous dire comme un ou deux mots sur le sujet avant de passer à autre chose? Oui, en effet, mon texte s'appelait Notes de résidence, puis ma pratique... je vais faire ma CVPC, puis je vais dire ma pratique artistique se base beaucoup sur la grande histoire puis l'histoire intime, un peu comme Robert Lepage. Je ne veux pas faire des parallèles un peu douteux, là. Mais quand j'ai su qu'on était dans la caserne d'Alousie, les anciens bureaux d'Ex Machina jusqu'à tout récemment, là, parce que maintenant, les bureaux d'Ex Machina ont déménagé au Diamant. Là, quand j'ai su qu'on était dans le bureau de Robert Lepage, j'ai un peu flippé positivement. Puis, c'est venu me chercher. Puis je me suis dit, hey, on est dans le bureau de Bob. Il faut que je fasse quand même un texte sur le fait qu'on est dans le bureau de Bob. Puis que cette semaine-là passait La face cachée de la Lune à Télé-Québec. J'ai réussi à l'écouter. Puis ça m'avait vraiment remis dedans. J'étais carrément dans la machine à laver là, avec le gros hublot. Là. Je me sentais dans La face cachée de la Lune. D'avoir accès. Ça s'est bien ressenti, là, franchement, là, ton rapport avec le personnage, mais aussi ton rapport avec sa place historique qu'il a dans la ville de Québec depuis quelques années. Et puisque je parle de l'histoire de la ville de Québec, eh bien, j'aimerais glisser sur une institution, en fait, de la Ville de Québec qui fête son 50e anniversaire cette année. Et en fait, ils ont une exposition en ce moment. C'est la Galerie des arts visuels, plus spécifiquement l'École des arts visuels qui fête ses 50 ans. Et pour ce faire, ils ont programmé une grande programmation spéciale. Laurence, est-ce que tu veux nous en parler un peu? Oui, je voudrais parler de la dernière exposition qui a lieu en ce moment même, qui n'est pas tout à fait accessible parce que la galerie est fermée. Quoique... l'intérieur est visible de l'extérieur à partir de la vitrine qui donne sur le boulevard Charest. L'exposition s'appelle « La piscine des arts visuels présente une simulation non essentielle » par Frédéric Laliberté. Donc, Frédéric Laliberté, qui est une artiste qui vit et qui travaille à Montréal, qui présente son exposition à la galerie du 29 au 23 mai. Frédéric... qui a fait un baccalauréat à l'Université Laval en 2011 et qui a aussi fait une maîtrise à la Concordia, fermer la parenthèse sur l'académie. Je dis ça parce que je parle de la piscine des arts visuels parce que je l'ai vue en présence malgré que la galerie est fermée. Puis là, je vais vous livrer mes grandes anecdotes. Frédéric et moi, on fait partie du collectif FLUT, la Fédération des femmes lutteuses ultra terrible et excellente. Donc, on fait partie de ce collectif-là qui est né pendant la pandémie. On ne s'était jamais rencontrés en personne, puis on s'est croisés dans l'édifice de la fabrique. Puis, pendant qu'elle allait ouvrir la porte, elle me fait rentrer. Fait que j'ai eu une visite primaire par l'artiste. Frédéric, malgré la flûte et son travail en collectif, là, je vais parler plus de sa pratique, elle a une démarche multidisciplinaire qui, elle, j'adore la première phrase justement de sa démarche qui dit que son travail est influencé par l'envie de le faire. Elle fait des projets qui sont excitants et qu'elle a envie de faire, puis je trouve ça merveilleux. Plus spécifiquement, sa pratique est marquée par la fiction et la supercherie, puis on le ressent beaucoup dans cette exposition-là. Piscine, c'est le mot-clé.
Donc, c'est toute une réflexion autour d'un simulacre ou d'une histoire fausse qui serait que la Galerie des arts visuels aurait été construite pour habiter une piscine municipale ou peut-être même que après sa fonction de galerie d'art va devenir une piscine parce qu'elle aurait l'architecture pour accueillir un bassin d'eau. Puis, quand je suis rentrée dans l'exposition, effectivement, il y a une piscine avec une projection qui simule l'eau et c'est parfait. L'eau se reflète sur le mur, l'eau, je veux dire la projection. Il y a des bouées de sauvetage en papier mâché, des frites de piscine qui pendent, qui tiennent des dessins, qui mettent en scène la galerie comme si c'était une piscine qui ressemble un peu à la piscine du PEPS, là. La vraie piscine municipale avec les lignes noires pour faire les rangées. C'est tellement l'exposition est vraiment extrêmement bien adaptée à cette galerie-là. J'ai vu beaucoup d'expositions qui étaient très bonnes, mais que des fois n'étaient pas nécessairement faites pour cette place-là. Cette exposition-là fait vraiment écho à la salle, puis il rend presque hommage, fait que c'est une bonne exposition pour le 50e anniversaire de la galerie. Puis je souhaite que cette exposition-là soit ouverte à un public prochainement. Probablement que oui, mais pour l'instant, on peut apercevoir par la vitrine. Puis je compléterais également en disant que moi, j'ai pas eu la chance là, de voir l'exposition parce que je n'ai pas des amis sélects comme Laurence. Mais oui, c'est ça. C'est ça. Je pense que c'est cool. Mais ceci dit, j'ai vu plein d'images du show et j'ai trouvé ça presque suffisant pour répondre à mes besoins. C'est-à-dire que j'ai ri en consultant le communiqué de presse, j'ai regardé les photos, puis t'as pas besoin d'être physiquement là pour comprendre toute l'intention puis le plaisir de Frédéric Laliberté dans ce show-là. Évidemment, je veux le voir. J'ai besoin d'y aller puis de le vivre, mais déjà d'avoir eu cette petite touche-là que tu nous apportes, Laurence, là, ça me fait beaucoup de bien. Puis moi, je veux revenir aussi sur la saison complète de la Galerie des arts visuels qui avait initialement prévu là, d'aller faire vraiment des visites dans chacune des grandes cohortes, en fait, d'artistes qui ont passé par l'école d'art dans les 50 dernières années. Évidemment, quelques-uns de ces projets-là ont dû être annulés, mais on a pu voir à la rentrée Serge Murphy, notamment. Par la suite, là, j'essaie de me rappeler, eh bien, récemment, il y avait le travail de Annie Baillargeon également qui y a été présenté. On aurait dû voir des œuvres de BGL, mais malheureusement, étant donné la pandémie, ça n'a pas été possible. Mais c'est toute une programmation, en fait, qui est un peu une espèce de manière de prendre les signes vitaux des arts visuels et surtout de montrer comment est-ce qu'une pratique peut évoluer avec les années. Je pense notamment à Serge Murphy qui nous a raconté à nous les débuts de sa pratique, les balbutiements de ses études également en arts visuels et de revoir le même artiste des décennies plus tard avec une pratique tellement affirmée, tellement en continuité avec ce qu'il fait, mais quand même complètement différente. C'est vraiment fascinant de voir ça et je veux le mentionner, il y a un travail de recherche immense qui a été fait de la part d'Elisanne Nadeau de la Galerie des arts visuels pour justement documenter ce 50e anniversaire-là. Ce n'est pas terminé, donc Lisanne est encore en train d'aller chercher des informations sur les 50 dernières années et j'espère qu'elle les trouvera parce que franchement, c'est fort intéressant. Sinon, on continue également avec cette grande discussion-là. Julien, toi, tu voulais nous présenter une lecture, c'est ça? Oui, une bonne lecture. Puis, juste mini parenthèse aussi, tu parles d'Annie Baillargeon, qui est son projet Square Feminity. Là, je voulais juste être sûr, je suis allé checker, puis sa performance, en fait, de lancement est encore sur la page Instagram, en fait, du projet Square Feminity. Je recommande à tout le monde, pour tous les influenceurs et influenceuses de ce monde. C'est un bon tutoriel. Donc, moi, je voulais parler du carrousel encyclopédique des grandes... Non, on va juste le voir à l'envers, excusez. Carrousel encyclopédique des grandes vérités de la vie moderne de Marc-Antoine K. Faneuf, qu'on a déjà reçu à l'émission, d'ailleurs, que je recommande. C'est un Chose et d'autres. Je pense, il me semble aussi, hein, c'est ça.
Ouais, il est venu jaser avec nous pendant près d'une heure en septembre dernier, je pense. En tout cas, l'été dernier, septembre, on a jasé, entre autres, du carrousel, mais surtout là, de sa pratique hybride entre les arts visuels, le collectionnement et sa pratique en tant qu'auteur. C'était vraiment une conversation intéressante et riche. Puis, il faut le mentionner, là, Marc-Antoine, c'est un être qui a le goût de jaser avec toi et qui a envie de partager. Donc, Michel et moi, je pense qu'on nous entend être heureuse d'exister en sa présence dans cet épisode-là, qui est encore disponible sur tous nos réseaux. Vraiment, il y a de la complicité, mais c'est ça, tu sais, comme quand l'invité veut donner, tu sais, comme tu n'as même pas besoin de l'aider à donner, finalement, qui est juste généreux, c'est vraiment bon. Puis, il y a comme un moment dans cette entrevue-là que je me rappelle qui disait qu'il se considérait comme un homme de la Renaissance, un peu, ou tu sais, comme il se voyait dans le modèle de l'homme de la Renaissance, tu sais, qui veut chercher des connaissances infinies, finalement, qui serait jamais satisfait de ne pas tout savoir, en quelque sorte. Puis ça, moi, je trouvais ça super intéressant. Je me reconnaissais un petit peu là-dedans, tu sais, comme quelque chose de très beau puis d'un peu absurde d'essayer de tout connaître. Puis, en fait, je peux vous annoncer, il a réussi, hein, parce que dans ce livre-là, toutes les connaissances y sont. Fait que ça, c'est réglé. Donc, il a réussi, tout simplement. C'est un livre qui est très comme court et très long à la fois. J'ai lu beaucoup de critiques qui disaient un livre qu'on n'est pas capable de catégoriser. Ça me faisait chier un peu parce que je trouve, dis-le, tu sais, c'est quoi comme mouille-toi. C'est vrai dans un sens qui est difficile à catégoriser. C'est une liste, moi je dirais. C'est comme une longue liste, finalement, tout simplement. Une collection. Collection, tout à fait. Collection de mots, de pensées. Est-ce que c'est un peu comme dans son Calvaca dans Cyclorama? Je pense que c'est son premier là, en 2013, puis ça ressemble à une suite d'associations d'idées. Ça me fait penser au poème Trois petits chats. Est-ce que ça ressemble un peu à ça? C'est un peu à ça, oui. Ben, regarde, avant même de continuer à décrire, est-ce que ça vous tente-tu que je vous lise une page? Ça va-tu? Moi, ça me tente, en tout cas. Oui, c'est donc! Oui, hein? Mais c'est la première page que j'ai ouverte tantôt, tu sais, sans aucun... c'est pas planifié, là. Donc, c'est la page 251 pour les connaisseurs. Donc, les manteaux Katimavik, faits de duvet inuit, sont très chauds. Prochaine phrase. Robert Lepage n'a pas de sourcils. Wilfrid Pelletier est le gagnant de la première édition de la télé-réalité Star Academy. Ah. Roland Barthes conduisait une Volkswagen Coccinelle. Michel Chartrand est un humoriste québécois célèbre dans les années 1970 pour son cri de gorille. Étonnant. Boum Desjardins est un terroriste et le cofondateur du Front de libération du Québec. On en apprend des choses. Frida Kahlo a inventé le mono-sourcil. Eh bien. Sergio Leone a une fille prénommée Sierra. La page 251 de l'encyclopédie. Donc, c'est ça. C'est comme comme tu dis bien, Alex, c'est une sorte d'enchaînement d'idées, on dirait, comme s'il rebondissait sur ses propres idées ou c'est comme plein de bulles au cerveau, on dirait, qui vient noter. Puis c'est quand même assez long, justement, comme livre. C'est à peu près, c'est combien? C'est 360 pages environ. Fait que c'est comme ça devient une saturation. Moi, je pensais le lire très, très rapidement, mais t'es pas capable parce que il y a comme trop d'infos. T'es entre le faux et le vrai. Tu veux aller chercher, j'ouvrais tout le temps Google ou Wikipédia pour aller voir des informations si c'était vrai ou pas. Fait que j'ai beaucoup aimé cette lecture-là, qui est comme une collection, une sorte de... Je voyais comme l'esprit du mime aussi dans tout ça. C'est une sorte de capacité à créer n'importe quoi avec n'importe quoi. C'est de prendre deux choses, des associer, puis de créer quelque chose de nouveau, finalement, qui a référence, oui, à tes citations, mettons, mais que tu crées une nouvelle image plus drôle, plus forte, quasiment. Puis ouais, c'est ça, j'ai beaucoup aimé. Le côté philosophique aussi, le côté un peu... C'est quoi j'avais pensé? Ah oui, j'avais déjà vu un algorithme récemment qui avait
qui créait des citations inspirantes. Un algorithme qui faisait juste créer des citations, tu sais, genre vis ta vie parce qu'elle est bien vinaigrée, admettons, tu sais, des sortes de phrases vides qui t'amènent plus loin. C'était toujours un algorithme qui le créait. Puis je trouvais qu'il y avait quelque chose un petit peu là-dedans aussi, d'essayer de juste produire du sens. Laurence, tu l'as lu aussi? Oui, je l'ai. Voilà. Je l'ai lu. Ouais. En fait, je le possède plus que je l'ai lu parce que je me souviens pas ce que j'ai lu. Tu sais, tu me lis une page, puis je me souviens pas. Ben non. C'est ça, on est tellement saturé d'informations que ce que tu apprends, ce qui n'est pas nécessairement vrai, mais ce que tu apprends, tu l'oublies tout de suite parce que c'est juste faux, là. Ouais. Ouais, mais j'apprécie beaucoup, c'est ça, j'apprécie plus la voir que le lire parce que c'est presque souffrant. Mais laissez-le, genre, achetez-le, puis laissez-le traîner à côté là, pour la visite. La réaction des gens, c'est spécial. Là. C'est comme, qu'est-ce que ce livre? Ouais. Puis là, tu lis une phrase, tu as envie d'en lire une autre, c'est comme des chips. Puis c'est pertinent dans l'ère de la désinformation, c'est comme le livre de la désinformation, puis tu es au courant là, que ce qui est là-dedans, c'est pas tout le temps vrai, puis c'est un peu un quiz, là, qui est Pelletier. Fait que c'est vraiment un livre amusant que je sais pas où mettre sauf devant ma visite. Mais c'est fascinant. Puis en général, on peut faire une collection des livres de Marc-Antoine Phaneuf? Ça pourrait devenir ça, parce que j'ai lu aussi que j'adore, qui est peut-être plus de la poésie. Fashionably Tales, une épopée des plus brillants exploits. Puis c'est vraiment de la poésie, mais ça fait mal. C'est comme vraiment semi-vulgaire, semi-cinglant, puis très beau à la fois. C'est comme de la poésie 18 ans et plus, un peu, là, pour public averti, mais qui recherche en même temps la beauté. OK. Très joli aussi, là. Je l'ai mis à côté pour comparer, là, tout en rose. Ben, regarde. Non, mais il y a un goût esthétique, là, ça, il s'en cache pas. Là. Il veut lâcher. Je suis sûre que Marc-Antoine Phaneuf serait content qu'on place ce livre-là à côté de notre cuvette de toilette là, pour nos invités. Là. Ce ferait une bonne lecture, 2-3 secondes. Ah, c'est clair, mon Dieu. Dieu. Très fière. Est-ce que tu vas aux toilettes 3 minutes ou tu lis au complet? Tu penses que tu peux. Comme, tu commences et tu dis « Ah ouais, ben voyons, ça va être fini tout de suite. » Non. C'est un trou sans fond. Il me semblait dans l'entrevue que Sévia, vous aviez donnée à Marc-Antoine Phaneuf, lui, il se positionnait un peu contre la grande littérature. Là. Il me semble que c'est vraiment pour lui, il n'est pas question d'aller dans la forme du roman. Puis je pense que sa démarche artistique est justement contre la grande littérature. Là. Pour lui, c'est ludique, là, dans le fond. Ah ouais, puis ça crée autant d'images, tu sais, dans le sens... Mais je trouve ça intéressant, Laurent, ce que tu dis, c'est ça, on s'en rappelle comme pas vraiment, tu sais. Mais en même temps, à chaque fois que tu réouvres le livre, tu replonges tout de suite, l'univers est clair, puis les images vont te popper dans... C'est ça, les images arrivent dans la tête très rapidement, puis c'est ça, tu ris, tu sais, tu ris tout seul à juste lire une phrase, là. Ça, c'est impressionnant quand même. Donc... Merci, Julien. Maintenant qu'on a bien parlé, bien discuté de cet homme de la Renaissance, j'ai envie d'adresser le thème de l'humain. Et c'est Nadia qui nous le porte avec le film présenté au MNBAC qui se nomme « Je m'appelle humain ». Oui, effectivement, magnifique film. Je m'appelle Humain, qui est un documentaire, en fait, qui est réalisé par Kim Sawilde. J'espère que je le prononce bien, sinon je m'en excuse, qui est une réalisatrice abénaquise. Donc, c'est un portrait de la poète Joséphine Bacon, qui est une femme, selon moi, super inspirante, qui a désormais 74 ans, mais qui représente bien, en fait, qui représente bien les populations autochtones en général, j'ai envie de dire, par sa sagesse, par toute sa connaissance, son savoir. Donc, dans ce film, on raconte son combat, en fait, pour sauver les traditions, la culture transmise par ses ancêtres, mais également, l'enjeu autour de la disparition des langues autochtones. C'est vraiment un film tout en délicatesse et en puissance à la fois. On y voit des magnifiques paysages. Ça nous permet non seulement d'en apprendre davantage sur les enjeux des populations autochtones, mais aussi sur les poètes actuels. Donc, on voit qu'elle échange avec Marie-André Gill, qui est une poète absolument exceptionnelle que j'adore. D'ailleurs, j'ai un livre à proximité.
Si jamais vous l'avez pas encore lu, Chauffer le dehors, c'est un livre de poésie complètement fabuleux. Puis on y voit aussi Laure Morali, qui est une autre poète qui a grandement inspiré Joséphine à écrire un recueil de poésie pour la première fois, si je me souviens bien, en 2009. Donc, Joséphine commençait à écrire un peu, puis c'est vraiment Laure, son amie poète, qui l'a encouragée à poursuivre. Comme on disait, dans le fond, ça a été présenté le 26 mars au MNBAC. Par contre, c'est encore disponible sur tout.tv. Je sais qu'Alex, tu l'as vu également. Peut-être que tu veux donner ton appréciation. Oui, ben en fait, j'ai quelques notes là. Quand tu disais justement qu'elle est devenue poète sur le tard, mais c'est plutôt... Oui, c'est ça, c'est que son ami l'a encouragée à écrire sa poésie parce qu'elle l'a toujours été, dans le fond. Elle apprend qu'elle l'a toujours été poète et que son peuple, Innu, est un peuple de poètes. Puis aussi, j'ai d'autres notes ici. Son rapport au territoire est vraiment intéressant. Elle revient dans... il y a des plans de Montréal où elle raconte qu'elle est arrivée à Montréal dans les années 60, 70. Ouais. Puis elle raconte qu'elle couchait dehors parce que son peuple est un peuple nomade. Puis nous, on couchait dehors, puis on était bien. On allait chez d'autres autochtones qui nous logeaient. Puis là, il y a un viaduc, puis là, à Pointe, ici, il y avait un bel arbre. Puis elle, dans le fond, son rapport au territoire est totalement différent. Ça m'a fascinée. Ah oui, il y avait un superbe orme. Mais c'est ça qu'on voit, tu sais, le contact à l'extérieur est vraiment différent de qu'est-ce on peut y voir. Tu sais, pour elle, c'est vraiment, ça fait partie d'elle, ça fait partie de ses racines, ça va toujours faire partie d'elle aussi. Même chose aussi pour Marie-André Gill, tu sais, je trouve que c'est une bonne façon de perpétuer un peu ces traditions-là parce qu'au final, c'est la communauté qui est un peu plus jeune qui peut faire la passation si on veut. Oui. Et ce rapport-là entre une poète de 74 ans, puis j'imagine que Marie-André doit en avoir environ une trentaine. Je trouvais ça beau, cette espèce de communication-là, comme je disais, de passation, je sais pas, d'échange. C'est vraiment beau. Puis on se sent, là, quand elle l'emmène dans le Nord, là, toute l'émotion de Marie-André Gill. Puis aussi tout l'aspect communautaire, là, quand Joséphine Pacon reçoit un prix, elle amène toute sa gang. Ils sont 10, puis c'est beau à voir. Oui, c'est le partage au final. Tu sais. Le partage. Il y a la scène aussi que on vous vendra pas tous les punchs, mais il y a la scène où Marie-André porte Joséphine sur son dos pour monter une montagne et tu sais, j'ai failli pleurer à ce moment-là parce que je sais pas, ça représente bien le fait qu'ils se tiennent en tant que communauté, qui ont tellement vécu de choses. Je veux dire, Joséphine, à un moment donné, parle des pensionnats indiens, du traumatisme un peu laissé. Le fait que Marie-André la porte sur ses épaules pour monter la montagne, ça a tellement un sens incroyable. C'était d'une beauté absolument fascinante. Oui. C'est aussi le rapport aux aînés chez les Inuits qui est, je pense qu'on devrait vraiment apprendre justement d'eux, respecter plus nos aînés comme eux, ils le font justement. Oui, mais il y a des belles valeurs, tu sais, tout court, tu sais, les aînés, le lien avec la nature, le fait de ne pas prendre toutes ces choses-là pour acquises ou de penser qu'elles sont éternelles au final. Vous avez tellement une belle discussion que j'ai pas envie de vous arrêter, mais heureusement, on continue avec Alex parce que tu as une lecture, toi, dont tu voudrais nous parler. Oui, Là où je me terre, de Caroline Dawson. Puis j'ai pris des notes par rapport à 887. Tout à l'heure, vous parliez de transmission de la mémoire. C'est justement un livre sur la mémoire, Là où je me terre, de Caroline Dawson. Le nom vous dit peut-être pas quelque chose. Là. Moi, je l'ai découvert en 2018 parce qu'elle a été finaliste au prix du récit Radio-Canada. Il y a une de ses nouvelles qui se retrouve maintenant dans son livre qui s'appelle « Les Honeycombs de Madame Thérèse ». Puis elle raconte un peu comment sa prof de primaire intégrait ses élèves en leur apprenant des mots en français. Puis à chaque fois, ils avaient une récompense, ils avaient un honeycomb, la fameuse céréale. Donc c'est ça. Elle en a fait un peu un récit qui est un mélange de nouvelles qui peuvent être lues individuellement, mais qui se lisent quand même plutôt de façon linéaire. Il y a quand même un début, un milieu, une fin. Il y a une évolution dans le temps aussi.
parce qu'on suit la famille on suit Caroline Dawson dans ses souvenirs d'enfance, d'adolescence, de jeune adulte. Elle vient du Chili. Donc, elle déménage au milieu des années 80. Elle naît à la fin des années 70. Et elle déménage donc au Canada. Puis ses parents, carrément, ils reviennent. C'est comme si, t'imagines, tu passes de la classe moyenne. Son père était prof d'anglais. Ses parents étaient éduqués. Et tu arrives au Québec, puis tes parents font du ménage dans des maisons. Donc, c'est un livre vraiment sur l'intégration, mais aussi sur les difficultés d'une famille immigrante, mais aussi, c'est tellement de choses, là. Antoine, toi, tu l'as lu? Oui, c'est frais. Je viens de le finir il y a 1 heure. C'est rare que je dise ça, là, mais mon Dieu que c'est bon, puis c'est vraiment excellent, là. Mais c'est ça, moi, il y a le thème de la mémoire, puis ce qui est fascinant, là, ce qui m'a accroché, c'est vraiment l'identité, là. C'est vraiment tellement bien tissé, là, une plume incroyable, puis l'identité qui doit s'éroder de sa famille pour faire place à l'identité québécoise, pour s'adapter à son milieu, mais qu'il y a toujours un malaise de l'autre, de toujours se sentir autre où est-ce qu'elle est. Mais c'est pas dans ta face, ça va pas te le rappeler à chaque fois que tu dois te sentir mal parce que tu es Québécois ou n'importe quoi. C'est vraiment tellement bien tissé. Elle finit par embrasser la culture québécoise, justement, dès son arrivée dans la chambre d'hôtel, à l'écoute. La télé. Puis des émissions que nous, on a écoutées probablement, mais je sais pas, parce que moi, je suis en tout cas, on sait pas vous avez quel âge, là, mais à l'écoute, La Rue Tabaga, Maya l'abeille, et tout sauf les mystérieuses cités d'or. Car pour elle, ça se fait pas. Ça pourrait... c'est pas un horizon qui est permis de penser. Là. Elle a quitté justement la cordillère des Andes. Elle ne veut pas redécouvrir un trésor inca caché. Donc, elle raconte un peu son intégration dès le début là, à la sculpture québécoise en passant par la télé, des émissions qu'on a tous probablement déjà écoutées, et Rock détente que sa mère écoutait. Les émissions, les chansons de rock voisines, les chansons de Marceau. Sévia, toi, tu vas adorer ce livre. Il y a la culture québécoise, c'est partout. Les références nord-américaines québécoises à la musique, aux livres qu'on a probablement déjà lus au secondaire, La Vallée des Avalées. C'est un peu... Qu'est-ce que tu laisses quand tu quittes ta culture, mais qu'est-ce que tu prends aussi? Puis c'est quoi la vexation que tu as? La petite Caroline Dawson, là, elle mange pas comme les autres. Sa famille mange des plats chiliens, puis là, elle veut pas que ça paraisse. Fait que là, qu'est-ce que tu renies de ta culture quand tu es enfant, puis que tu... en fait, tu renoues finalement ta culture plus tard dans la vingtaine parce que tu réalises que finalement, c'est une culture qui est précieuse. Puis il y a toujours l'espèce de tension aussi avec elle et sa mère. Donc, on voit sa mère, ses parents travailler tout le temps. Puis après ça, on voit elle qui est toujours en tension avec ça, qui essaie de toujours s'émanciper, de devenir plus québécoise, d'agir plus comme les autres, mais qui voit tout le travail de sa mère. Puis là, je ne vais pas voler de punch parce que c'est un des beaux moments, mais il y a une scène dans un party aussi où est-ce qu'elle va chez quelqu'un. C'est hallucinant. Là. Puis ça a un lien finalement avec toute l'histoire, mais tout est vraiment bien tissé dans cette manière-là. Même une scène avec Pierre Falardeau, comment quand elle le rencontre dans le cadre d'un festival de films, puis elle raconte son histoire, finalement, Pierre Falardeau... il réduit son histoire à vraiment, il dit que grosso modo que c'est de la foutaise. Là, oui, il la déçoit. C'est intéressant. Là. Oui, il la déçoit. Comme Pierre Falardeau parlait à tout le monde, en fait, là, ça devait être juste très naturel pour lui, mais elle est très déçue, puis on le sent avec elle. C'est vraiment... Mais là, non, je ne peux pas parler de l'épilogue. Là, ça serait... Non, faut vous laisser le lire. Ça vaut la peine, vraiment. C'est un livre qui est... c'est ça, qui est un livre de fragments, de mémoire, mais aussi... c'est un livre qui a été écrit par une sociologue. Caroline Dawson est sociologue, puis c'est un livre sur les classes. Là. Quand tu as vu ta mère torcher des toilettes chez des riches là, qui sont allés à Brébeuf, tu sais d'où tu viens, tu sais, puis que toi, tout à coup, t'atteins ce stade où tu vas à Brébeuf ou dans une école cotée, puis que tu as un baccalauréat, tu as une maîtrise, mais ce petit côté-là... moi, ma mère récurait des toilettes en écoutant Rock détente. Tu t'en rappelles tout le temps. Puis c'est vraiment le livre d'une sociologue. Puis ça prend au trip, là, tu sais, moi, ça m'a fait questionner mes privilèges. Justement, privilèges sociaux, d'éducation aussi. Puis, en tout cas, c'est tellement à lire. Puis en ce moment, le livre
Et dans les médias aussi, ben, il y a une bonne réception, là. Il est défendu par Michel-Marc Bouchard au Combat des livres 2021 à Radio-Canada en ce moment. Je ne sais pas si... Je ne l'ai pas suivi en ce moment. Je ne le suis pas en ce moment, mais j'espère qu'il va gagner. Ce serait bien. Il n'est pas en liste aussi, je pense, à moins que la liste a été resserrée, mais je pense qu'il est en liste pour le prix des libraires aussi. Je pense qu'il est en liste pour le prix des libraires catégorie essai. Oui. Mais ça, avant que Séville nous enlève la parole, il faut le mentionner, tantôt on avait de la difficulté, tu sais, Julien il s'enflammait parce qu'on ne voulait pas mettre un mot sur le genre du livre de M. Faneuf. Puis là, en même temps, le livre de Caroline Dawson, c'est un récit, on s'entend entre nous, mais elle a refusé de l'appeler un récit. C'est son choix de l'appeler un roman. Puis, ah non, je ferais vérifier, là, il est peut-être dans essai, soit dans roman, dans le prix des libraires, mais c'est un livre qui est très difficile justement à classer pour ça, parce que tu l'as même dit, Alexis, là, Alex, c'est vraiment... c'est plusieurs nouvelles. C'est comme un recueil de nouvelles qu'on peut quasiment ouvrir, en feuilleter une, puis après ça, le resserrer ou les feuilleter. En tout cas, c'est vraiment habile. Puis aussi, il y a des questions qui sont posées à propos de la réalité, mais ces souvenirs sont vécus de façon émotionnelle, mais est-ce que c'est la réalité au complet? Ouais. Justement, pas vraiment, mais c'est sa réalité. Puis aussi, c'est la naissance d'une écrivaine aussi. Comment est-ce qu'elle a appris à observer les gens quand sa mère, ses parents faisaient du ménage dans des bureaux, là, comment est-ce qu'elle a appris à espionner les bureaux d'employés? Les tiroirs et tout ça, c'est tellement fort. C'est bon. C'est comme ça donne envie d'écrire. C'est vraiment la naissance d'une écrivaine, la naissance d'une sociologue. Moi, ça me donne envie de le lire également. Mais j'aime bien l'introduction que tu me permets d'avoir pour le dernier sujet, puisque tu parles du fait que c'est un peu la naissance d'une sociologue, la naissance d'une autrice. Et Julia, toi, tu t'es intéressée à un nouveau projet de la Galerie 3 qui propose de mettre au monde, finalement, un peu des artistes. Est-ce que je l'explique bien? Oui, ben c'est un peu une introduction de ces artistes-là au monde professionnel, à la vente aussi de leurs œuvres avec leur projet Artroduction. Donc, c'est vraiment dans la foulée de la COVID, la Galerie 3 a voulu justement valoriser toute l'idée de Art is Work, puis de donner une façon aux gens de pouvoir encourager réellement et concrètement les artistes et dans ce cas-ci, beaucoup des artistes émergents, donc qui ont moins de 10 ans de carrière en art visuel. Donc, ils vont lancer une plateforme web sur laquelle on peut acheter des œuvres. Donc, si vous faites du drunk shopping sur Internet, pourquoi pas ne pas vous acheter une œuvre d'art tant qu'à y être, puis dépenser votre argent sagement. Mais c'est ça, donc c'est 17 artistes qui ont été sélectionnés pour justement offrir non seulement à ces artistes-là la chance de faire un début dans l'univers de la vente, dans le marché de l'art, disons, mais aussi pour permettre à des acheteurs qui sont débutants dans le domaine de pouvoir s'acheter des œuvres à des prix qui sont peut-être un peu moins élevés puisque les artistes sont justement au début de leur carrière. Donc, ça a été aussi l'objet d'une expo à la Galerie 3. Puis, moi, ça m'a vraiment permis de découvrir plein d'artistes, justement. Tu sais, on en parle beaucoup ici des artistes émergents, mais ils ont des artistes, pas juste de Québec, ils en ont vraiment d'un peu partout dans la province. Entre autres, moi, j'ai découvert une artiste qui s'appelle Jobina Petonoko, qui est une artiste d'origine Anishinaabe de la communauté de Kitigan-Zibi, qui fait des œuvres beaucoup en lien avec justement son passé, son background, si on me permet le latin. D'Autochtones. Donc, il y a des œuvres, des photographies, entre autres un triptyque extrêmement puissant qui s'appelle Resilience Repugnance, où elle a pris une robe, on dirait une robe de baptême, mais en même temps, il y a du perlage traditionnel aussi, puis elle a creusé un immense trou dans la terre, puis elle a à moitié enterré la robe
donc qui est un symbole très puissant de justement cette culture-là qu'on a essayé de tuer, qu'on a essayé d'enterrer. Une deuxième photo qui a un cadavre d'oiseau dans ce même trou de terre-là. Et la troisième photo, c'est un champ laissé quand même à l'état sauvage avec un lever de soleil. Fait qu'on a vraiment cette idée-là de la résilience, de la survivance de ces peuples-là, de leur culture qui est très présente. Bref, une artiste que j'ai vraiment tombé en amour avec elle, disons, comme beaucoup d'autres que j'ai découvert dans ce projet-là. D'ailleurs, notre Caroline Belzile-Normand Nationale fait partie des artistes qui ont été choisis pour la galerie, pour la plateforme. Puis, en fait, ils ont quand même une méthode assez particulière pour choisir les artistes qui font partie de Art Traduction, même que Michel pourrait nous en parler un peu, je pense. Oui, absolument. Mais en fait, Galerie 3, ce qu'ils ont choisi de faire pour travailler la sélection, c'est de faire appel à ce qu'ils appellent des sentinelles, donc des professionnels du milieu des arts qui leur soumettent des propositions, des noms. Donc, je trouve que c'est vraiment une manière très originale, très engagée aussi qu'a pris les co-directeurs de la galerie pour partir à la découverte finalement de coups de cœur potentiels d'artistes dont la carrière est jeune et dont finalement on n'a peut-être pas eu l'occasion encore de remarquer le travail dans le marché de l'art dans la ville de Québec, mais aussi ailleurs au Québec. Et même que Galerie 3 compte ouvrir encore davantage les horizons à un niveau pan-canadien avec des sentinelles de différentes régions à travers le Canada qui pourront à leur tour proposer des artistes à ajouter à Art Production. Donc, j'ai très hâte de voir finalement avec les développements de Art Production comment on va avoir l'occasion de découvrir ces pratiques de jeunes artistes émergents à travers le Canada. Nous, on parle beaucoup de ce qui se passe ici dans la ville de Québec, mais des artistes au Manitoba, en Saskatchewan, en Nouvelle-Écosse, bref, ça va être vraiment génial de les voir rassemblés sur une plateforme commune de cette manière-là. Ouais. Merci beaucoup, Julia et Michel, de nous avoir introduits à Art Traduction. Il y a bien des projets qu'on aurait voulu discuter ensemble, mais écoutez, il faut faire des choix. Et les choix qu'on a faits sont ceux-ci. Évidemment, si vous avez envie d'avoir plus de détails, vous savez, la majorité des projets dont on a parlé ont déjà été couverts par À l'Est de vos empires dans la saison régulière. Donc, c'est toujours aller faire le tour de notre Spotify, SoundCloud, etc., pour voir nos minois ou bien entendre ce qu'on a à dire sur ces projets. Avant de vous souhaiter un très bel été, je voulais vraiment remercier d'une part tous les participants à l'Est de vos empires. Vous le savez, on est rendu une famille. On est plusieurs à travailler sur ce projet-là et une chance parce que sinon, on ne serait pas capable d'y arriver. Donc, je remercie également les gens qui sont avec nous en ce moment. Donc, j'y vais rapidement. Julien, Julia, Laurence, Nadia, Amélie, Hugues, Antoine, Alex et Michel, merci beaucoup, beaucoup pour votre temps et pour vos coups de cœur. Et aux esthètes, on va vous le dire en cœur, alors j'invite tout le monde à ouvrir leur micro. On vous dit à l'année prochaine. À l'année prochaine. L'année prochaine, désolé. Mais pour vous dire, oui, que le soleil se couche, oui, chaque jour de nos vies, à l'est de vos empires. Let's have bizarre celebrations. Let's forget